Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous recevons ce matin François Loz. Bonjour François Loz. Bonjour Corentin. Alors on rappelle à nos auditeurs que vous êtes étudiant à Sciences Po, mais que vous n'êtes pas complètement intégré à cette école. Voilà, encore une fois, il ne m'aime pas trop et c'est bien réciproque. Voilà, on a quand même besoin de le dire pour rassurer nos auditeurs. Vos études à Sciences Po ne font pas de vous quelqu'un d'incompatible avec notre radio. Non. Bien au contraire. Je vous remercie pour cette nouvelle invitation. Avant tout, je voulais souhaiter une joyeuse et sainte octave de l'Ascension à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Ben oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est vrai, c'est le début de l'octave de l'Ascension. Exactement. Donc voilà, 8 jours de fête. Vous vouliez nous parler, la droite est-elle... Le Parti de l'Ordre. Le Parti de l'Ordre, et vous voulez nous parler du contexte actuel avec toutes ces manifestations Bien sûr, notamment. oui, comme vous savez, avec toutes les manifestations qui ont eu lieu contre la réforme des retraites du gouvernement Borne, il y a eu beaucoup de heurts avec des Black Blocs. On a vu des images de policiers qui avaient été touchés par des cocktails Molotov. Voilà, beaucoup de violence, certes, mais on a beaucoup entendu dire que la droite était le parti de l'ordre, voilà, qu'on était partisans de l'ordre. Certains ont dit ordre républicain, certains ne l'ont pas dit. Et voilà, vraiment, moi, c'était cette expression de parti de l'ordre que je voulais interroger. Donc, ce parti de l'ordre, droite parti de l'ordre, déjà, qu'est-ce que c'est que le parti de l'ordre ? Eh ben, il faut savoir que c'est une expression qui remonte au 19e siècle. Et en fait, c'est une sorte de parti qui avait été créé au moment de la Deuxième République, où vous aviez à la fois des légitimistes, des orléanistes, des républicains un petit peu plus marginaux, et ensuite des bonapartistes. Donc ça se fonde à la fin de la République, de la monarchie de Juillet. Et donc, en réalité, leur devise qui les rassemble, c'est ordre, propriété, religion. Et donc déjà, alors je veux pas critiquer l'héritage du Parti de l'Ordre en lui-même qui avait qui avait une pertinence en son temps, mais bon, déjà dans cette devise ordre, propriété, religion, le fait que ce soit religion et pas Dieu, que ça vienne en dernier, qu'on ait propriété dans la devise, vous voyez, je trouve que ça en dit déjà long. L'ordre qu'on veut protéger, qu'on veut préserver, c'est un ordre matériel et un ordre moral, mais ça n'a rien à voir avec vraiment une proposition de transcendance. Donc ce terme de parti de l'ordre, selon vous, la droite se trompe en l'utilisant. Oui. En réalité, moi, justement, je veux dépasser vous voyez, le rapport historique au Parti de l'Ordre. Ça, il n'y a pas de jugement. Enfin, c'est pas mon propos de juger le Parti de l'Ordre et son héritage historique, mais plus l'expression. Et donc que la droite se rangerait de manière systématique du côté de l'ordre. Est-ce que ça, c'est vraiment juste ? Eh bien, certes, Pascal nous dit que le plus grand des maux est la guerre civile dans ses pensées, et je ne voudrais pas me porter en faux avec Pascal. Maurras nous fait des éloges sublimes de l'ordre, autant artistiquement que politiquement. Évidemment, je ne veux pas non plus me porter en faux avec Charles Maurras, mais lorsque Pascal, par exemple, s'exprime, il parle bien justement de la monarchie, critique évidemment les injustices peut-être apparentes de certaines lois, mais dit bien justement si la guerre civile est le pire des maux, c'est que on pourrait jamais mettre en place quelque chose de plus juste. Donc c'est plutôt un argument en faveur de la monarchie et de l'ordre établi. Là justement, ce qui est nouveau, c'est que nous ne sommes pas dans l'ordre établi. Et je voudrais poser une question à cette droite. À la droite qui se dit du Parti de l'Ordre, aurait-il été, après la Révolution, du Parti de l'Ordre, lorsque les Vendéens se sont levés contre les colonnes infernales ? Est-ce que là, à ce moment-là, ils auraient été du Parti de l'Ordre et pour massacrer femmes et enfants dans les villages de Vendée, massacrer tous ces paysans qui étaient à peine armés contre les colonnes de la République ? Je voudrais leur demander si ils auraient été du Parti de l'Ordre en 1940, quand les Allemands viennent signer avec le maréchal Pétain ce traité de Rotonde qui va établir l'ordre. Est-ce qu'ils auraient été à Paris avec le maréchal Pétain, enfin à Vichy, ou est-ce qu'ils auraient été à Londres avec le général de Gaulle ? Ça, j'aimerais leur demander, parce que là, justement, l'ordre, le désordre, c'est le général de Gaulle qui l'a créé, mais aujourd'hui, tout le monde se dit gaulliste et à la fois du Parti de l'Ordre. J'aimerais bien qu'on soit un petit peu cohérent. Et ça ne plaira pas à tous. C'est certain que grâce au maréchal Pétain, le corps de la France a pu subsister en France, mais ça ne plaira pas à d'autres. Son âme, grâce au général de Gaulle, était à Londres et son honneur était sain et sauf. Donc,
heureusement que tout le monde n'a pas été du parti de l'ordre. Mais vous critiquez en fait cette droite bien sage, bien comme il faut, qui finalement se range toujours derrière l'État. En réalité, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, mon cher Corentin, je pense qu'on ne place pas bien le problème. Évidemment que le désordre politiquement est un problème et que rien de bon ne sort du désordre. Mais est-ce qu'il faut pour ça toujours se ranger du côté de l'ordre, même quand cet ordre est complètement illégitime ? Alors, j'ai parlé des Vendéens et on pourrait vraiment il y a une question à poser sur la légitimité de la Révolution. La légitimité de cette Révolution qui venait mettre à sac l'autel et le trône, la continuité de la France. C'est ce que montre très bien Jean de Viguerie, que vous devez connaître, un historien vraiment que je recommande, surtout son livre Les Deux Patries, qui montre bien vraiment la rupture qu'il y a entre la France, la vraie France, la France royale, la France chrétienne, et la France laïque et républicaine. Cette république qui, soi-disant, venait instituer un ordre nouveau, et comme dit Charette, en réalité, qui était un ordre aussi vieux que le diable, un ordre sans Dieu, et qui venait couper toutes les promesses d'avenir parce la seule germe de progrès, c'est la tradition. Et est-ce que cette république est légitime lorsque elle a envoyé tous nos enfants avec la conscription générale mourir dans les tranchées pour une guerre qui n'était pas la leur, qu'elle permet le massacre des jeunes Français et la chute de la démographie et son remplacement, et que bientôt elle va permettre le massacre de nos aïeux. Voilà, je pense que vraiment il faut que la droite se pose cette question de la légitimité et qu'on arrête de se ranger systématiquement du côté du parti de l'ordre. Alors c'est quand même, je me permets d'alimenter la conversation, notamment par la manif pour tous à ce moment-là. Tout de même, cette droite qu'on va dire plutôt bien élevée va dans la rue et décide de contrer, enfin en tout cas, vous êtes gentil Corentin, d'être contre le gouvernement. Alors, mais pas aller jusqu'aux violences, c'est ça. Justement, il faut se poser la question de la violence, parce que dans le fond, c'est ça ma question. C'est le désordre, c'est quand même la violence qu'il crée. Et donc, est-ce que la violence est toujours illégitime ? C'est ce que semble nous dire la droite partie de l'ordre. Et donc, d'ailleurs, quand elle va dans la rue, il n'y a jamais de violence. Mais c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas écoutée, que la loi Taubira est passée, et que toutes les lois de ce genre-là continueront à passer. Donc, allez-y. Juste, je pense qu'avec la République, qui est un régime qui s'est fondé dans le sang, elle ne comprendra que le sang. Et qu'elle ne parle que ce langage-là. C'est dans son essence, c'est dans son histoire. Et qu'en réalité, ceux qui gagnent en démocratie sont pour vous les minorités actives et les minorités violentes. Évidemment, les minorités violentes, c'est les seules qui réussissent à faire un petit peu plier la République, et les minorités actives, parce que de toute façon, la République va bien entendu dans leur sens. Ensuite, il y a cette question, vous savez, on dit souvent que l'État a le monopole de la violence légitime. Alors ça, j'aimerais bien qu'on revienne à ce qu'écrit Weber dans le Savant et le politique. Il dit, non pas que l'État a le monopole de la violence légitime, il dit: l'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Donc ça, en réalité, c'est justement, il le dit bien, qui parvient à l'imposer, et c'est le propre de l'État moderne, qui a réussi à s'arroger ce monopole, mais qui n'existait pas avant du tout. Justement, ça, c'est ce que décrit très, très bien Charles Maurras, par exemple, comme tous les corps intermédiaires qui existaient avant, qui étaient la noblesse, les corporations, et en réalité protégés de l'État, et qu'il n'y avait pas ce monopole total de l'État, notamment de la violence. Ensuite, je vais encore, à mon habitude, citer Bernanos, qui nous met un petit peu... Ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. En garde contre, vous voyez, cette tendance à toujours se ranger derrière l'État moderne, l'État technique. Comme il dit souvent, il aborde le thème de la liberté, je trouve qu'il l'aborde très bien. Et il écrit dans La France contre les robots: l'État technique n'aura demain qu'un seul ennemi, l'homme qui ne fait pas comme tout le monde, ou encore l'homme qui a du temps à perdre. Ou plus simplement, si vous voulez, l'homme qui croit à autre chose que la technique. Et quand même, l'expérience du confinement est très instructive, c'est-à-dire que dès lors qu'on nous a laissé notre télévision, de quoi manger, que les réfrigérateurs n'étaient pas vides et qu'on avait du divertissement, du pain et des jeux, les Français ne sont pas descendus dans la rue. Les Français ont été extrêmement dociles. Et là, c'est vraiment le Bernanos prophétique qui avait bien vu qu'en réalité, la technique, puisqu'elle amène avec tant de facilité le pain et les jeux dans le domicile, on allait tout abandonner, on allait abandonner la liberté. Mais la liberté, le pire ennemi de l'État moderne, pas la liberté d'agir, mais la liberté profonde, la liberté de penser, la liberté de conscience.
Alors voilà, Donc est-ce qu'il y a un danger à toujours se ranger derrière l'État? C'est ça. C'est bien sûr, oui, Parce c'est que c'est tout mon point. C'est aussi parce qu'on n'a plus confiance en l'État. Qu'on n'a plus confiance en l'État, non, je pense justement qu'on a trop confiance en l'État. Oui, justement. On a trop confiance en l'État, que justement on le laisse complètement usurper, vous voyez, les frontières de son autorité. L'autorité de l'État, comme dit Charles Maurras, il est censé être le fonctionnaire de la société, il est censé être au service. Il dit ça dans Mes idées politiques, que par exemple, je cite, pour le reste, un État normal laisse agir sous son sceptre et sous son épée la multitude de petites organisations spontanées, collectivités autonomes, qui étaient avant lui et ont une chance de lui survivre, véritable substance immortelle de la nation. On est bien loin de l'État-nation révolutionnaire, qui encore une fois est une sorte de théocratie rationaliste et laïque, qui est vraiment l'hérésie de la Révolution. Et donc je voudrais, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc j'aimerais bien finir par une note positive, parce que voilà, je sais que les auditeurs de Radio Courtoisie partagent mon pessimisme, notamment après la leçon du confinement, et que c'était sûrement qu'un entraînement. Mais je voudrais dire que la liberté, si on choisit de la cultiver, personne ne peut nous la retirer. C'est ce qu'un homme comme Bernanos, un homme comme Blois ont réussi à faire, mais on a des exemples plus proches de nous, par exemple Sylvain Tesson. Et je lisais récemment dans les forêts de Sibérie, un livre d'un de ses voyages, où il raconte un de ses voyages en Sibérie qui est merveilleux. Et il a ce passage que je voudrais citer, parce que je le trouve vraiment magnifique. L'État voit tout, dans la forêt, on vit caché. L'État entend tout, la forêt est une nef de silence. La forêt est une nef de silence. Cette expression est magnifique. L'État contrôle tout. Ici, seuls prévalent les codes immémoriaux. L'État veut des êtres soumis, des cœurs secs, dans des corps présentables. Les taïgas, qui sont les grandes plaines de Sibérie, ensauvagent les hommes et délient les âmes. Alors, je trouve ce passage magnifique, et justement, il a tout compris. Vous voyez cette apparence que veut préserver l'État et cette gentille docilité très bourgeoise. Eh bien, voilà, Sylvain Tesson, toute son œuvre est une ode à l'aventure, une ode à la liberté profonde, et à la liberté enracinée. Sylvain Tesson, c'est un homme qui finalement aurait été dans sa vie, et avec les chemins noirs, est revenu dans son pays, est revenu sur les chemins noirs de France. Voilà, donc à une liberté qui va s'enraciner, et ça, en réalité, ils ne pourront jamais nous l'ôter. Et le local, l'échelle humaine, c'est en réalité c'est ce qui échappe à l'État qui s'est habitué à une échelle nationale. Et voilà. Et dernier mot, Bernanos nous dit dans une lettre qu'il compare ce qui reste, vous voyez, de l'âme de la France à une petite braise rougeoyante. Et il dit peut-être qu'en soufflant sur cette braise, on embrasera un jour le monde. Eh bien, un prêtre prêchait récemment en disant, en prenant l'exemple de nos saints, de nos rois, et qui avaient ce souci dans leur éducation d'être pieux, justes, bons et fermes. Et qui nous disait, voyez, mes amis, peut-être que nos rois ont reçu, peut-être que Louis XVI, dans sa dernière nuit, a reçu l'assurance que tant qu'ils demeureraient des hommes pieux, bons, justes, fermes, et j'ai envie d'ajouter libres, en France, dans son royaume, eh bien, cette petite braise rougeoyante que sont les valeurs de la France ne s'éteindrait pas. Merci François. Là, je voulais revenir avec vous juste sur cette phrase de Peggy: l'ordre et l'ordre seul fait la liberté, le désordre fait la servitude. Comment on remet c'est une excellente objection, et cette phrase est encore très vraie, c'est-à-dire que le chaos créé par la violence ne doit pas être un état dans lequel on espère la liberté. Il doit faire tomber un ordre qui lui-même est devenu contraire à la liberté. C'est-à-dire, l'ordre fait la liberté, évidemment, mais pas n'importe quel ordre. Donc un ordre comme celui de la République, qui va contre le droit naturel, qui va contre la morale, qui va contre le droit de Dieu, où l'on a fermé les églises, où l'on a vacciné les enfants, où l'on a massacré les enfants. Là, l'ordre est mauvais, l'ordre est contraire à la liberté et s'attaque à la substance de l'homme. Donc, pour faire renaître un ordre qui sera propice à la liberté, malheureusement, il faut la violence. Alors, François Loz, vous êtes maître de vos propos. Merci pour ces éclaircissements philosophiques. On voyage, on a envie de lire avec vous Bernanos, Peggy, Blois et d'autres. Tesson. Ouais, c'est Tesson, lisez Tesson, c'est vraiment magnifique. Vous avez vu son dernier film ? Alors oui, avec Jean Dujardin. Oui, j'ai vu le dernier film avec Jean Dujardin, que j'ai trouvé que Jean Dujardin jouait très bien, mais j'ai trouvé que on s'ennuyait pas assez dans le film. Je trouve que quand on fait un film sur la marche, il faut plus de silence, moins de fond musical, et il faut qu'on s'ennuie. Parce que la marche, c'est de s'ennuyer. Et justement, comme le dit Bernanos, il dit bien un homme qui a du temps à perdre, un homme qui s'ennuie. Il faut qu'on apprenne à nouveau à s'ennuyer, à avoir du temps à perdre. Vous êtes décidément pas un moderne, François Loz. Merci à vous. Au revoir, Corentin, merci beaucoup.